Bien, je pense qu'on vient de vous dire que j'ai commencé en 1994 avec des collègues. J'ai lancé la première consultation TDAH pour adultes au Royaume-Uni. J'y ai effectué des consultations psychologiques. Avant cela, j'effectuais de la recherche auprès des adolescents. Je travaillais avec le professeur Eric Taylor, qui a été mon directeur de recherche pour mon doctorat. Avant cela, au cours de ma formation, j'ai travaillé énormément avec les enfants à l'hôpital Great Ormond. Beaucoup de ces enfants étaient atteints de TDAH. J'ai travaillé avec David Skuse là-bas, à l'Institut pour la santé de l'enfant. J'y ai appris beaucoup de choses concernant le TDAH chez les jeunes enfants, comment cela se présente. Donc, d'une certaine manière, ma carrière a évolué avec les enfants, les adolescents, les adultes. Ensuite, je suis retournée aux adolescents pour retourner aux enfants et maintenant, je couvre tout ce continuum. Ceci m'a amené à comprendre à quel point il est important de concevoir le TDAH comme un trouble qui affecte les gens tout au long de la vie. Ce n'est pas quelque chose qui affecte les enfants et qui disparaît tout d'un coup à l'âge de 16 ans, voire plus. Certaines personnes ne vont pas présenter de symptômes lorsqu'ils vieillissent, comme vous le savez, mais ils ont ce que l'on appelle une espèce d'épée de Damoclès du TDAH et je vous en parlerai un peu plus tard. Au Royaume-Uni, ce avec quoi nous avons du mal depuis un certain temps, c'est la question de la transition. C'est pourquoi on m'a demandé d'en parler. J'ai écrit un article qui a été publié en libre accès qui s'appelle « Éviter la zone d'incertitude », car c'est au moment de cette transition que l'on perd beaucoup de ces jeunes qui ne font pas la transition entre les services pour enfants et les services pour adultes. Je suis membre du groupe qui a élaboré les lignes directrices NICE qui ont été publiées en 2009. On a commencé à y réfléchir à l'époque. Il me semble que les choses s'améliorent, mais pas du tout autant qu'on le souhaiterait. C'est pourquoi aujourd'hui, je vais vous parler de cet aspect. Ce soir, je parle plus du TDAH et de rendre l'invisible visible. C'est le travail que nous avons soumis au Parlement de l'Union européenne à Bruxelles. S'agissant de ce que l'on sait quant au TDAH, comme je l'ai dit, c'est une approche tout au long de la vie qu'il nous faut considérer. Les symptômes, comme vous le savez, sont l'inattention, l'impulsivité, l'hyperactivité. Et vous voyez que j'ai ajouté un autre symptôme ici, l'instabilité émotionnelle. Les gens qui travaillent avec les adultes et les adolescents voient cette instabilité émotionnelle comme un quatrième symptôme, car au fil du temps, que cela devient de plus en plus marqué chez les adolescents et chez les jeunes adultes. Or, c'est quelque chose qu'il nous faut leur enseigner à gérer, car cela crée énormément de difficultés, de stress aux individus eux-mêmes, mais également aux personnes qui travaillent dans leur environnement, leur famille, mais également dans un environnement purement professionnel. Les sondages auprès de la population estiment qu'environ 5% des enfants sont atteints par le TDAH et la moitié d'entre eux présenteront le TDAH à l'âge adulte encore. Steve Ferrioni a effectué une méta-analyse de toutes les études de suivi qui ont été effectuées. Ce qu'il a conclu, c'est que 15% des enfants conserveront ce diagnostic à l'âge de 25 ans. Mais il s'est également rendu compte que 50% en plus qui sont en rémission partielle, présentent encore des symptômes associés à des incapacités.
En effet, même si vous avez des symptômes incapacitants, vous êtes en situation d'incapacité qui peut s'exprimer de manière fonctionnelle dans ce que vous essayez de faire et de réaliser dans votre vie. Il y a des taux élevés de comorbidité avec des troubles des conduites, des troubles anxieux, mais également les troubles du spectre autistique. Le manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux le reconnaît. Les fluctuations d'humeur sont un aspect très important et à l'âge adulte, les troubles de la personnalité aussi. Lorsque je parle des jeunes atteints de TDAH qui sont en train d'effectuer la transition d'un service à un autre, bien très souvent, l'on se concentre uniquement sur les aspects services. Ce que l'on oublie souvent, c'est que l'on parle de personnes. On parle de jeunes. On parle de leur expérience et on oublie l'individu derrière, ceux qui utilisent nos services. Il s'agit de jeunes qui sont également à un âge transitionnel dans leur vie. Souvenez-vous de ce que c'était que d'être adolescent, que de quitter l'école. Vous preniez des décisions très importantes pour votre avenir professionnel. Vos amis, vos petites amies changeaient. J'ai une fille qui est adolescente. C'est un vrai cauchemar. Et je suis sûre que beaucoup d'entre vous savez ce dont je parle. Si vous avez des adolescents chez vous ou que vous en avez eu, c'est une période difficile de leur vie. Or, ceux-là en particulier sont atteints de TDAH et ils passent d'un service à un autre. Vous verrez un tout petit peu plus tard que je vais vous montrer un site web. Avec des collègues, nous avons publié un livre qui est librement accessible et qui s'appelle « Le TDAH chez les adolescents ». Au moment de le rédiger, nous avons parlé à des jeunes atteints de TDAH, on les a interviewés, ils nous ont donné leur autorisation et ils nous ont décrit ce que c'est que d'être affecté par ce trouble. Or, il nous faut vraiment les écouter car ce sont là les jeunes à qui il nous faut fournir des services. J'ai quelques réponses ici sous forme de vidéos des jeunes qui décrivent ce que c'est que d'être atteint de TDAH. L'intervieweur commence par la question suivante. Pouvez-vous me dire ce que c'est que d'être atteint de TDAH ? Alors, je vous demanderai de ne pas enregistrer ces vidéos car on m'a autorisé à utiliser ces vidéos en cours de formation et au cours de mes conférences. Néanmoins, on ne m'a pas autorisé à les enregistrer pour être utilisées dans d'autres buts. Alors, ce que je trouve remarquable avec cet exemple, ou plutôt avec ces exemples, c'est que la question, ou plutôt la réponse, n'est pas « je manque d'attention ». La réponse est « j'ai du mal à me contrôler ». Et c'est moi qui perds le contrôle. C'est pas les autres qui perdent le contrôle, c'est moi qui perds le contrôle. Et les gens ne comprennent pas ce que cela veut dire pour moi. Et puis ce type doit l'expliquer en disant les choses ne rentrent pas dans mon cerveau, c'est comme avoir des petits morceaux de chewing-gum sur ma tête qui ne collent pas, ça fait en sorte que les choses ne rentrent pas dans ma tête, ne rentrent pas dans mon cerveau. Et puis les grands paragraphes, ça me fait peur. Imaginez ce que c'est, ce que ça donne. Et c'est ça, avoir le TDAH. Du point de vue du développement, qu'est-ce que cela veut dire d'être atteint de TDAH? Encore une fois, c'est un trouble qui affecte les gens tout au long de la vie. Cela commence lorsque les gens sont en bas âge. Je suis sûre que vous avez déjà vu des signalements de très jeunes enfants dont on a plus tard découvert qu'ils étaient atteints de TDAH et à qui l'on a dit ne revenez pas à la maternelle, au jardin d'enfants ou à la crèche. Là où l'on met les enfants en très très bas âge, eh bien, des fois, on entend dire que le personnel a eu du mal à gérer l'agressivité, l'hyperactivité d'un enfant et donc les ont exclus. Ce type de comportement
pose problème. Alors on ne sait pas forcément que c'est du TDAH à ce moment-là. Rétrospectivement, on se rend compte qu'il y a des signes qui arrivent très tôt. Et puis, au fil du temps, alors qu'il se rapproche de l'âge adulte, il y a tout un tas de choses qui s'accumulent. C'est un bagage qui s'accumule. Ce bagage devient de plus en plus lourd au fil du temps. Donc à l'école, on commence à avoir des problèmes scolaires. Un certain nombre d'entre eux sont exclus, ils ne s'entendent pas avec leurs amis, ils sont bien souvent rejetés par les autres. Moi, je déteste ça en sport quand on doit choisir qui est dans son équipe. Il y a un pauvre enfant qui reste là, qui est choisi en tout dernier. Puis il y a des comorbidités et puis au fur et à mesure, ça devient pire. Il y a de l'exclusion sociale. Alors ils peuvent trouver des amis qui ont une mauvaise influence, ils commencent à fumer, à boire de l'alcool, donc là encore le bagage s'alourdit. Puis au niveau universitaire, peut-être que leurs résultats ne sont pas aussi bons que ceux de leurs frères et sœurs. Leurs frères et sœurs vont à l'université mais pas eux, ils ont l'impression de décevoir leurs parents, ils essaient d'avoir tout un tas de petits boulots à ce stade. Ils essaient d'avoir un boulot à temps partiel ou en cours d'études, d'autres n'étudient pas du tout. Je me souviens d'une adolescente que je voyais qui avait un boulot à temps partiel au cours des vacances de Noël. Tout le monde s'en satisfaisait, mais elle travaillait dans la vente. Elle s'occupait des clients. Car elle était très amène, elle aimait bien discuter avec les clients. Alors, qu'est-ce qui se passe après Noël s'agissant des relations clientèle? Tout le monde rapporte les cadeaux disant non, on n'a pas aimé ça, non, ça nous plaît pas. Et elle a perdu le contrôle, elle leur a dit d'aller se faire voir et elle a perdu son boulot. Voilà. Donc il y a toutes ces responsabilités, toutes ces choses qu'ils doivent gérer. Puis manque d'estime de soi, problèmes professionnels, consommation de drogue et d'alcool. Les accidents. Je ne sais pas si vous avez entendu parler d'une étude qui a été publiée dans le Lancet la semaine dernière par des collègues travaillant sur le registre national danois qui ont dit que si le TDAH n'est pas traité, la morbidité est 2 fois plus élevée que chez les gens de la rue. Cela veut dire que l'on meurt du TDAH. C'est une maladie qui peut être fatale. Et ceci est essentiellement dû aux accidents mortels. Donc il y a beaucoup de choses qui se passent ici, et puis ils arrivent à l'âge adulte. On se marie, on a différents types de relations qui se font jour. Et alors qu'ils grandissent, cette valise qu'ils transportent s'alourdit et à mesure que la valise s'alourdit, l'estime de soi diminue. Lorsque l'on considère leurs résultats scolaires, une étude a été faite aux États-Unis, on sait que les filles et les garçons ont des problèmes de lecture. 50% pour les enfants atteints de TDAH comparé à 15% chez les autres. S'agissant des problèmes à l'écrit, 64% par rapport à 16% chez les personnes non atteintes par le TDAH. 39% des enfants atteints de TDAH seront exclus de leur école. Et de ces 39%, 11% seront exclus sur une base permanente de leur école. Ça, ce sont des données du Royaume-Uni. Alors, que se passe-t-il avec ces enfants qui sont hors du système scolaire et qui vont peut-être dans différents types d'établissements? Moi, je n'ai pas les données pour les enfants qui n'ont pas le TDAH, mais je fais partie d'un groupe d'experts qui s'appelait le Better Futures Group, qui est ensuite devenu le UK ADHD Partnership. On a présenté des données au Parlement de Bruxelles. Ce que nous souhaitions faire, c'était de montrer qu'il faut intervenir plus tôt dans le processus pour changer ces itinéraires.
Ce que les experts ont pensé, c'est que les signes arrivent très tôt, mais qu'on a du mal à les identifier. En tant que groupe, on s'est dit que c'est peut-être à ce moment-là qu'il nous faut intervenir. Ce n'est pas peut-être lors de la première exclusion de l'école. En effet, les enfants peuvent faire des erreurs, ils peuvent tirer les enseignements de leurs erreurs. Néanmoins, au niveau de leur deuxième exclusion, les enseignants et les familles devraient commencer à se poser la question de savoir s'il y a quelque chose qui se passe et auquel il nous faut nous attacher. Et c'est à ce moment-là que nous avons recommandé que la première intervention se fasse. Au niveau professionnel, ils ont du mal. On a considéré des données des patients que nous suivions cliniquement à la Maudsley Clinic. Et ce que l'on a découvert, c'est que les personnes atteintes de TDAH étaient soit au chômage, soit employées à divers postes. Donc ils essaient plein de petites choses. Au lieu d'avoir un espèce d'itinéraire de carrière, ils changent très souvent de poste et très souvent même de domaine professionnel. Lorsqu'on a considéré les choses de manière plus détaillée, on s'est rendu compte que 44% de notre échantillon était au chômage, 13% étaient étudiants. Ceux qui sont en rémission partielle sont un petit peu en dessous de ce seuil. 40% étaient au chômage, néanmoins 21% étaient étudiants. Donc c'est plus ou moins la même chose, même si un certain nombre de vos symptômes commencent à disparaître. Pour ceux qui étaient en rémission totale, il s'agit de personnes que l'on a évaluées et qui semblaient être atteints de TDAH lorsqu'ils étaient enfants mais ne présentaient plus aucun symptôme. Bien 22% étaient au chômage, mais 44% étaient étudiants. Si on compare cela avec notre échantillon témoin, 3% étaient au chômage, tandis que 30% étaient étudiants. Cela veut dire qu'en rémission, il semblerait que le groupe de personnes qui avaient un TDAH en tant qu'enfants et qui rencontraient peut-être des problèmes scolaires et universitaires, alors que leurs symptômes disparaissent, les possibilités d'entrer sur le marché du travail augmentent. Donc il y a peut-être un effet de rattrapage au niveau universitaire qui leur permet d'obtenir les qualifications nécessaires qu'ils ont peut-être ratées lorsqu'ils étaient plus jeunes. Néanmoins, il reste que 22% d'entre eux sont au chômage par rapport à 3% dans l'échantillon témoin. Je vous montre cette diapositive parce que j'avais un patient pendant un certain temps et l'un de ses problèmes majeurs est que ce jeune homme essayait d'obtenir un emploi. Je travaillais donc beaucoup avec lui pour qu'il obtienne un emploi. Et ce qui se passait, c'était qu'il était invité à des entretiens d'embauche, mais on ne lui proposait jamais le poste. Au bout d'un moment, je lui ai dit, bon, il y a un truc qui ne va pas. Je lui ai demandé si on lui faisait jamais un retour après ces entretiens. Il m'a dit non. Je lui ai dit, demandez-leur, demandez un retour. Et ce qu'il a commencé à obtenir. Puis il est revenu pour une consultation avec un email en me disant « Mais ça y est, j'ai un retour, Suzy, j'ai un retour, Suzy. » Je lui ai dit « Très bien, regardons ça ensemble. » On a regardé l'email qui disait « Votre CV était bien présenté, il était très clair. » C'est pour ça qu'il a été invité à l'entretien d'embauche. Votre présentation est bonne, vous êtes bien habillé. Néanmoins, vous êtes arrivé avec 15 minutes de retard. Bon, là, déjà, il y a un petit problème. 15 minutes, c'est pas rédhibitoire, mais c'est pas idéal. Ce sont des choses qui arrivent. On apprécie le fait que vous ayez pu être en retard, mais le fait que vous arriviez avec une tasse de café Starbucks ne nous a clairement pas impressionnés. Vous l'avez bu au cours de l'entretien et vous avez laissé derrière vous la tasse vide.
Vous avez donné des réponses très longues qui n'allaient pas droit au but. Vous avez révélé des informations très personnelles et qui n'étaient pas du tout pertinentes. Donc comme cet autre jeune homme qui passe du coq à l'âne, qui commence à raconter ses vacances et qui donne des exemples qui ne sont pas pertinents car comme ce jeune homme, ils ont du mal à se souvenir de la question. Et donc, ils ne répondent pas clairement aux questions. Voilà ce qui se passe en cours d'entretien d'embauche. Il disait, vous aviez l'air d'être agressif, conflictuel. Ils ont commencé à discuter d'une chose ou d'une autre. Lui, il travaillait dans le domaine de l'informatique et il n'était pas d'accord avec le panel en disant non, vous avez complètement tort, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Vous devez utiliser telle méthode car elle est bien meilleure. Et moi, je vais vous montrer comment vous pouvez faire. Et puis, ils ont dit, au cours de futurs entretiens, nous vous suggérons d'éviter d'avoir du chewing-gum, d'éviter d'offrir du chewing-gum aux personnes chargées de l'entretien, de montrer des photos de votre chien et éviter d'utiliser les gros mots. Ce jeune homme était charmant, mais c'était très triste car il me disait « Les gens trouvent que je suis bizarre. Je suis bizarre. » Il ne savait pas comment changer. Il n'avait aucune idée de comment faire. L'autre chose qu'il a fait, il est venu me voir, il est rentré par la porte et il s'est jeté sur moi, il avait plein de documents, il avait écrit des notes, il a commencé à me poser tout un tas de questions et il a commencé à me dire « Moi je veux faire ci, il faut que tu fasses ça ». Je ne peux pas aller aussi vite que ce qu'il faisait car je suis interprétée, mais j'avais vraiment l'impression d'être agressée. Il était si proche de moi. Et il s'adressait à moi si rapidement. Il me donnait tous ses papiers en me disant « fais ci, fais ça ». Et moi, pendant ce temps-là, je vais aller aux toilettes et on en rediscute. Je suis restée là, j'avais l'impression qu'un ouragan était passé par la porte. Alors ce que j'ai fait... imaginez ça au cours d'un entretien d'embauche. Imaginez ce jeune homme qui rentre et qui se comporte de la sorte. Alors, ce que j'ai fait quand il est sorti des toilettes, c'est que je lui ai dit, ce que l'on va faire, c'est que l'on va s'exercer au moment où tu rentres dans une pièce. On a passé toute la consultation à faire un jeu de rôle. Les jeux de rôle sont très importants pour que ces gens apprennent comment se comporter. Donc, on s'est exercé à taper à la porte, attendre, je réponds, attendre, j'ouvre la porte. On a juste fait cela, entrer, sortir, et puis il y est arrivé. Et il était tellement ravi. En rentrant chez lui, alors qu'il était dans le train, j'ai reçu un SMS de sa part où il me disait « Merci de cette consultation aujourd'hui, Suzy. Elle a vraiment été appréciable. » Alors, la raison pour laquelle je vous explique tout cela, c'est qu'il y a tout un tas de choses qui sont tout à fait naturelles pour nous, qui nous viennent spontanément. Il s'agit de choses tout à fait fondamentales, mais que ces gens-là doivent apprendre. Ce sont des compétences qu'ils n'ont pas acquises d'une manière ou d'une autre. S'agissant des résultats cliniques, ce qui se passe au niveau clinique, si vous considérez l'âge de 7 ans en clair et l'âge de 17 ans en foncé, si vous êtes atteinte de TDAH, on voit que les symptômes s'améliorent au fil du temps. Je pense que c'est peut-être pour cela que l'on pensait que les adultes ne pouvaient être atteints de TDAH. Si vous considérez les symptômes à l'âge de 17 ans, les symptômes sont plus ou moins les mêmes que l'échantillon de contrôle à l'âge de 7 ans.
Néanmoins, le groupe de contrôle à 17 ans en présente encore moins, donc il y a toujours une différence relative. Comorbidité, ceci vient de l'étude MTA. Les comorbidités sont la règle et non l'exception. Donc on a le TDAH et puis on a tout un tas de troubles oppositionnels avec provocation, on a tout un tas de troubles des conduites, on a des troubles anxieux, des fluctuations de l'humeur, et je crois que cela dépend de l'âge. Le groupe MTA était plutôt jeune, au fil du temps ce cercle s'agrandit de plus en plus. Donc les cas où il n'y a que le TDAH sont très rares. Alors, cette étude a eu lieu avant la publication du 5e manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux, donc ils ne comprennent pas les troubles du spectre autistique. Certains collègues se sont penchés sur la question de l'humeur, notamment à l'âge de 27 ans. Là, c'est si vous avez le TDAH, là, c'est si vous n'avez pas le TDAH. Or, à l'âge de 27 ans, on voit que les symptômes de dépression, dystémie, irritabilité, humeur fluctuante, volatilité, mais également exubérance sont plus importants. On s'intéresse de plus en plus à cette question de l'humeur, à cette instabilité de l'humeur. Et je ne parle pas de troubles bipolaires. Je parle vraiment de fluctuations très rapides de l'humeur. Être incapable de réguler, de contrôler son humeur, de passer d'un état à un autre en un clin d'œil. Et je pense que ce qu'ils font, c'est ce que fait tout le monde au cours de la journée, mais de manière très rapide. Le TDAH, c'est un trouble des extrêmes. On est tiré d'un côté, puis immédiatement de l'autre. Donc vous avez le TDAH, vous avez le trouble des conduites, les personnalités antisociales, les addictions. Ça, ce sont des conséquences qui peuvent survenir en cours de route vers l'âge adulte. Mais il y a également ces fluctuations de l'humeur qui apparaissent et qui augmentent au fil du temps. Bien, je travaille en médecine légale et lorsque je travaillais à Maudsley, ce qui m'intéressait, c'était de voir ce qui se passait avec un certain nombre de nos clients. Ils venaient en consultation et puis tout d'un coup, ils disparaissaient du jour au lendemain. Ils ne nous contactaient plus. Ensuite, ils réapparaissaient 1 an, 2 ans plus tard. Je leur demandais « Où avez-vous été ?» Ils me disaient « J'ai été en prison ». Ça, c'était dans les années 90. Alors, j'ai commencé à m'attacher à ces questions. Je leur demandais très systématiquement ce qu'il en était de leurs antécédents judiciaires. Et j'ai entendu toutes sortes d'histoires et donc je voulais vraiment comprendre ce qui se passait au niveau des personnes qui étaient incarcérées. Et donc j'ai fait une méta-analyse d'études internationales publiée en janvier 2015 que l'on peut trouver en médecine psychologique en accès ouvert. Vous pouvez simplement entrer mon nom et vous pourrez télécharger ce document. Si on regarde les personnes qui sont diagnostiquées et qui ont fait l'objet d'une étude clinique, 30% des jeunes derrière les barreaux souffraient de TDAH. TDAH comparé à la population adulte générale et 26% des adultes présentent un TDAH, 10 fois plus que la population générale. Alors il y avait plus d'hommes que de femmes, même si la différence n'était pas significative. Ils étaient beaucoup plus jeunes quand ils se retrouvaient en prison et puis ils n'avaient pas reçu de traitement. Et les chercheurs qui sont allés
aller en prison pour les identifier. Et moi, je l'ai fait également dans ma recherche, notamment en médecine légale. Il y a très peu d'entre eux avaient été diagnostiqués. Et ça, c'est quelque chose de choquant. Ce n'est pas acceptable. Hier, une autre méta-analyse a été reçue et vous pourrez y avoir accès. Et on a essayé de regarder la comorbidité chez les prisonniers et on s'est rendu compte que le groupe des plus jeunes en fait, avaient des problèmes liés à leur humeur et pour les prisonniers adultes, eux présentaient une gamme plus large de problèmes de santé mentale avec des troubles de la personnalité. Donc ici, cela montre ce que je disais un peu plus tôt, à savoir qu'il y a un effet d'accumulation dans les difficultés au fur et à mesure que l'on vieillit. Au Royaume-Uni, le premier traitement que l'on offre en général, c'est un soutien psychologique pour un enfant. Maintenant, quand les troubles du comportement sont sévères, on passe à un traitement médicamenteux et c'est en général une combinaison des deux quand on est adulte. Certains de mes collègues, dont McCarthy, ont regardé la base de données qui couvre une période de 5 ans, de 2001 à 2005, pour voir le type de traitement. Et 3 millions de patients actifs sont inscrits dans cette base de données, donc qui souffrent du TDAH. Et le ratio hommes-femmes qui reçoivent des médicaments était de 6,6 par rapport à un qui est bien plus élevé que le ratio pour le TDAH, qui montre que les hommes en général sont mieux identifiés et en général vont être traités avec des médicaments plutôt que les femmes. Et c'est vrai que plus d'hommes sont diagnostiqués que les femmes et en général ces hommes vont recevoir des médicaments plus que les femmes, en tout cas au Royaume-Uni. On s'est également rendu compte que ce traitement médicamenteux baisse à l'adolescence et qu'en général aucun patient ne reçoit des médicaments une fois qu'il a passé l'âge de 21 ans. Et donc, vous voyez qu'au fil du temps, on a augmenté l'utilisation des médicaments, mais avec l'âge, on prescrit de moins en moins. Et en général, au-delà de l'âge de 21 ans, plus personne ne reçoit de médicaments. Vous voyez ici, cette ligne en pointillé, c'est cette méta-analyse qui montre que 2 tiers de ces patients présentent encore les symptômes, ces handicaps. Et on ne peut pas dire qu'il y a une rémission spontanée, ce n'est pas possible. Et tous les autres qui, eux, sont encore handicapés, qui prennent des médicaments, mais cela s'arrête à 21 ans. Que se passe-t-il pour eux après ? Eh bien, voici l'image de ce qui se passe pour eux. Voilà à quoi cela ressemble. C'est déprimant, n'est-ce pas ? En fait, les conséquences à long terme du TDAH est que quand on arrive à un certain âge, eh bien, on tombe dans le précipice. Il faut mettre fin à cela. Et pourquoi ? Je crois que plusieurs raisons expliquent cette situation. Premièrement, ces jeunes quittent l'école et disent on ne va plus aller à l'université. C'est pas parce qu'ils ont l'impression qu'ils n'en ont plus besoin. Moi, je pense aussi que les parents, les enseignants sont moins exigeants avec ces jeunes. En fait, et ils
pense peut-être que les médicaments sont moins nécessaires, cela est peut-être renforcé par les enseignants. Puis ces jeunes ont mis en place des mécanismes compensatoires. Ils ont développé des stratégies pour vivre avec ce trouble. Mais, par exemple, ça peut être recourir au cannabis. Ou alors ils vont commencer à boire. Donc je ne dis pas que ce sont des mécanismes d'adaptation nécessairement idéaux, mais certains en trouvent. D'autres aussi se déplacent vers des environnements moins exigeants. Vous savez, à l'école, on doit travailler, on a des devoirs à rendre. Et parfois, ces jeunes vont se tourner dans un environnement plus physique. Par exemple, ils vont aller faire du saut en parachute. Enfin, vous savez, des environnements très stimulants où ils n'ont pas besoin d'étudier ou de se concentrer. Bon, même si le saut en parachute, c'est peut-être pas un très bon exemple, mais bon. En tout cas, vous voyez, ceux qui font du travail de grosses œuvres, qui deviennent de la main-d'œuvre dans le bâtiment. En fait, je crois que ce qui se passe aussi, c'est que ces jeunes adultes donc ne bénéficient plus des services offerts aux enfants et ils n'ont pas envie de continuer à un certain âge. Vous savez, quand on est adulte, c'est difficile de se tourner vers ce service. Et puis, ces jeunes adultes sont plus autonomes. Les parents n'ont pas besoin de les emmener au rendez-vous et donc, par conséquent, ils vont oublier d'aller à leur rendez-vous. Ils oublient tout simplement. Vous savez, ils ont très mauvaise mémoire, ils sont de bonne volonté, ils veulent y aller, mais ils oublient. Et donc, voilà le début de la fin. Et puis, ce sont des jeunes qui testent les limites. Vous savez, vous dites blanc, ils vont dire noir, notamment par rapport à leur mère. Vous leur dire, tu devrais faire ça, ils vont dire, mais non, pas du tout, je ne vais pas le faire. Ils testent constamment les limites et n'écoutent pas les conseils de ceux qui sont le mieux placés pour leur donner des conseils. En fait, malheureusement, parfois, ils vont se tourner vers leur père qui n'auront pas forcément les meilleurs conseils à leur donner. Puis aux États-Unis, il y a des stigmates sur ces jeunes, parce que ces jeunes parfois sont envoyés ou dirigés vers des services de santé mentale. Et en général, pour ceux qui passent de services pédiatriques à un service de santé mentale pour adultes, eh bien, c'est une transition qui est difficile à faire. Je me souviens avoir travaillé avec une jeune femme qui était absolument opposée à l'idée de faire partie d'un service de santé mentale pour adultes, parce qu'il y avait cette perception. Elle dit, mais je ne suis pas folle. Et elle dit, pourquoi est-ce que je vais aller dans ce service pour voir ces gens-là? Je ne suis pas folle. Et elle me dit, est-ce que vous êtes folle, vous? Elle m'a dit, non, je ne vais pas y aller. Et je n'oublierai jamais cette jeune femme. Parce qu'elle m'a dit, non mais ça va pas, pourquoi est-ce que moi j'irais dans un service de santé mentale? Ça va pas. En fait, c'était une jeune femme agressive. Et vous savez, c'est un problème. Vous savez, au Royaume-Uni, nous n'avons pas non plus de services alternatifs. En fait, il n'y a pas d'endroit pour eux. Et soit ils sont prêts à aller dans ces services qui ne correspondent pas à leurs attentes. Des études ont été effectuées là-dessus et seulement 20% des pédiatres au Royaume-Uni pensent pouvoir avoir accès à des services pour les jeunes adultes, ce qui veut dire qu'en fait, ils ne savent même pas que ça existe.
Les services psychiatriques adultes doivent être recommandés par un médecin, mais beaucoup de pédiatres pensent que ces services ne sont pas bien équipés ou ne veulent pas accepter ces jeunes qui souffrent du TDAH. On pourrait dire que c'est pas normal, mais en tout cas, il y a cette perception. Et je pense que la situation s'améliore, mais en tout cas, elle l'était quand on a fait cette étude. Et les médecins généralistes pensent que ces services psychiatriques ne sont pas adaptés à ces jeunes parce qu'ils vont prescrire des médicaments. Même si cela a changé, on a d'autres médecins généralistes qui sont plus prêts. Mais en tout cas, au Royaume-Uni, la qualité des services varie d'une région à l'autre. Et puis, le problème aussi, c'est qu'on a des jeunes qui ne veulent pas aller voir des psychiatres. Il ne faut pas oublier que cette chute dans l'utilisation de ces services, cette chute abyssale se produit à une époque où nous sommes également touchés à une époque où il y a beaucoup de problèmes de santé mentale. Par exemple, 10% des jeunes de 5 à 16 ans souffrent d'une maladie mentale, alors que 98% des jeunes de 16 à 25 ans qui ont accès à ces services souffrent d'un vrai problème. Donc la majorité de ces jeunes qui vont dans ces services psychiatriques souffrent d'un problème. Et les problèmes de santé mentale à l'adolescence sont en général un indicateur des problèmes futurs à l'âge adulte. Et donc ceux qui passent à travers les mailles du filet, eh bien, il est fort probable qu'en raison d'une défaillance dans le diagnostic, dans leur suivi, eh bien, vont présenter une santé mentale aggravée à l'âge adulte. Alors, que peut-on faire? Le ministère du Service national de la santé a mis en place un service pour les enfants, les jeunes pour que justement favoriser la transition de ces jeunes qui souffrent de maladies à long terme. Donc pour les aider de faire cette transition des services de santé mentale pour enfants à adultes. Alors, il y a des recommandations dans un document de 48 pages qui explique comment gérer cette transition, même s'il ne mentionne pas ces troubles du développement. Donc, en fait, il n'y a vraiment aucune aide ici dans ce rapport. Alors, NICE, par exemple, recommande de transférer ces enfants vers des services adultes. Mais ça ne va pas assez loin. Mais cependant, le rapport dit « s'ils présentent des symptômes importants du TDAH ou d'autres conditions existantes qui ont besoin d'un traitement, cette transition doit être bien planifiée à l'avance par les services des médecins généralistes et les services qui vont recevoir ces jeunes. Et puis, ces patients doivent être réévalués à l'âge quand ils quittent l'école. Et il faut s'arranger pour que cette transition s'effectue de manière harmonieuse. Alors, au niveau de l'âge de la transition, le rapport dit que cela varie. Quel est l'âge idéal pour que cette transition soit faite? En général, on recommande qu'elle soit faite, cette transition, à 18 ans maximum. Et au cours de cette transition, les services de santé mentale des enfants et les services de santé mentale adultes doivent se rencontrer pour partager des informations sur le dossier du patient. Pour justement, et ces informations doivent être partagées avec le patient. Et pour les jeunes qui ont 16 ans ou plus, on recommande de mettre en place un programme de soins, c'est un document, si vous voulez, qui permet de déterminer le traitement. Qu'on utilise ce document pour les adultes, mais pas pour les enfants. Et j'ai parlé à des pédiatres qui connaissent le CPA. En fait, dès qu'on leur en parle, ils disent « Ah, mais oui, c'est vrai, c'est une très bonne idée d'utiliser ce document. »
qui permet de suivre le parcours du soin du patient et qui permet d'organiser cette transition. Que fait-on après la transition? Eh bien, de nouveau, on recommande une évaluation complète, car une évaluation pour la psychiatrie adulte est différente d'une évaluation psychiatrique pour un enfant. Parfois, il y a d'autres problèmes qui émergent à l'âge adulte. Par conséquent, il faut qu'une évaluation complète soit refaite. Et les équipes spécialisées sur le TDAH doivent travailler ensemble pour mettre en place des programmes de formation appropriés par rapport à l'âge de ces patients. Alors maintenant, qui va se trouver dans ces cliniques? Alors, on a dit qu'il y avait un groupe de transition. Ce sont des jeunes qui ont été diagnostiqués quand ils étaient enfants. Ils ont encore besoin de traitement. Donc, ce sont des jeunes qui ont quitté le service de santé mentale pour enfants. Alors, en général, ils peuvent être dans un état, ils sont dans un état stable grâce à leurs médicaments, mais il faut quand même continuer à les suivre. Il y en a d'autres qui arrivent après être sur un traitement médicamenteux, mais qui présentent encore certains problèmes. Donc, ils ont certainement besoin d'un accompagnement psychologique. Et puis, enfin, on a une troisième catégorie de personnes qui sont encore instables, même en recevant un traitement. En fait, le deuxième groupe, c'est celui qui n'est pas traité. Ce sont des jeunes adultes qui ont été diagnostiqués enfants, mais qui ne reçoivent aucun traitement. Ce sont en général des jeunes qui ont quitté ces services quand ils étaient jeunes, et puis ils se présentent un beau jour dans nos services. Et puis enfin, il y a le troisième groupe de ceux qui n'ont jamais été diagnostiqués quand ils étaient enfants. Et ils viennent dans nos services en tant que jeunes adultes. Et ils vont être diagnostiqués et traités pour la première fois. Et très souvent, les jeunes de ce groupe viennent nous voir parce que leurs propres enfants présentent un TDAH et ils se disent « Mais quand je vois mon enfant, je me reconnais ». Et c'est souvent la raison qui explique pourquoi eux viennent nous voir aussi. Maintenant, nous n'avons pas beaucoup d'informations sur les personnes qui passent à travers les mailles du filet. On ne sait pas vraiment ce qui se passe. On vient de recevoir justement un financement du NHS pour justement essayer de savoir ce qui se passe pour ces personnes. On ne sait pas quelles sont les interventions qui nous permettraient d'améliorer ce processus. Et puis, si vous voulez, on n'a pas d'informations sur les expériences de ceux qui ont bénéficié de ces services. Et ça, c'est très important parce que l'adolescence, c'est une période transitoire difficile où il y a une augmentation des problèmes de santé mentale et où on a des problèmes très graves qui se développent comme les psychoses. Alors pour ceux qui viennent chez nous et qui ont été diagnostiqués, vont traverser différentes étapes. Vous avez un groupe qui va connaître une phase de rémission partielle. Leurs symptômes s'atténuent, mais si vous voulez, il y a toujours cette épée de Damoclès au-dessus de leur tête. Le TDAH est toujours là. Même s'ils ne présentent pas encore tous ces symptômes, il y a encore ce bagage qu'ils traînent depuis leur plus jeune enfance. Et donc, ils doivent gérer ce bagage. On a également un groupe qui a toujours besoin d'être suivi pour déterminer si les médicaments sont encore nécessaires dans leur cas. Et puis, est-ce qu'ils ont besoin d'un soutien supplémentaire, notamment un soutien psychologique, quand ils vont arrêter de prendre leurs médicaments? Donc, quels sont les besoins de ces jeunes s'ils ont besoin d'un soutien psychologique? Alors, on a ceux qui sont en transition des services de santé mentale pour enfants. Ils ont peut-être justement besoin d'un accompagnement quand ils font cette transition. On a d'autres qui présentent une comorbidité et on sait très bien que
il y a des problèmes qui sont plus faciles à régler par un accompagnement psychologique. On a donc un groupe qui est diagnostiqué pour la première fois à l'âge adulte. Eux, il faut les aider. Ils ont besoin d'un soutien psychologique parce qu'il faut qu'ils acceptent ce diagnostic. Je me souviens avoir interviewé des adultes et leurs partenaires, leurs époux, pour savoir ce qui se passait dans leur tête quand on les diagnostiquait à l'âge adulte, et je l'ai vu personnellement. Vous savez, on ne peut pas commencer à travailler avec ces gens-là tant qu'ils n'auront pas accepté ce diagnostic. Ils ont besoin de comprendre ce qui s'est passé dans leur enfance et de comprendre pourquoi ils en sont là aujourd'hui. Et tant qu'ils n'auront pas accepté ce diagnostic, on ne pourra pas les aider justement pour acquérir ces mécanismes d'adaptation. Puis le dernier groupe qui a besoin d'un traitement psychologique, c'est le groupe qui est en rémission. C'est des groupes qui ne prennent plus de médicaments, mais ils ont l'impression d'avoir perdu leur béquille. Et donc, ils ont besoin de cette aide psychologique pour justement se débarrasser de mauvaises habitudes. Parce que ce sont des gens qui ont besoin de faire beaucoup d'efforts pour être organisés. Ils ont besoin d'apprendre comment on est à l'heure, etc. Alors, que fait-on justement dans ce traitement psychologique? On essaie justement de réduire ce handicap fonctionnel, on essaie de lutter contre ces symptômes, on essaie d'améliorer la qualité de vie, car très souvent on essaie de lutter contre les symptômes de la maladie, mais finalement, peu importe si votre note, votre niveau, vos symptômes sont 3 points inférieurs. En fait, ça peut vouloir dire que les médicaments fonctionnent. Mais comment est-ce que cela se traduit dans la vie quotidienne? Est-ce que ces personnes arrivent à obtenir un emploi? Vous savez, quand ce n'est pas ça qui compte. En fait, il faut améliorer leur qualité de vie et il faut essayer de voir comment ils vont appréhender ces périodes critiques dans leur vie. Vous savez, on passe tous par des périodes transitionnelles dans notre vie. Pensez à vos propres vies. Vous allez à l'université, ensuite vous avez votre diplôme, vous vous mariez, vous avez des enfants. En fait, on peut, si vous voulez, diviser sa vie par les grandes étapes. Et le divorce, par exemple. Il y a des moments dans la vie, des périodes critiques où on a besoin d'un soutien, et notamment si on souffre du TDAH. Alors, il y a des traitements individuels ou en groupe, mais quand on travaille avec les groupes notamment, il faut faire certaines modifications dans l'approche que l'on a quand on travaille avec une personne. Vous savez, ces gens-là, ils ne peuvent pas rester assis 15 minutes sans faire de pause ou sans parler. Et donc, il faut modifier votre style quand vous faites une thérapie de groupe. Moi, j'ai mis en place 3 programmes. Donc, un programme de groupe pour les enfants de 12 ans. J'en ai un deuxième. Ah oui, donc pour les jeunes adultes. C'est un manuel qui a été mis en place au départ pour les jeunes avec des comportements antisociaux, et on l'a mis au point maintenant pour ces jeunes adultes qui souffrent de TDAH. Et puis enfin, j'ai un autre livret pour les jeunes adolescents et adultes. Le programme Young Brahman, c'est un programme qui se trouve dans un livret. Certains d'entre vous l'utilisent déjà. Et en fait, une étude a été réalisée, et d'ailleurs j'en suis ravie. Je sais que les résultats vont être publiés demain. La structure, c'est que il est articulé autour de plusieurs modules de traitement qui s'appuient sur la gestion du temps, l'attention, la mémoire, l'organisation. Donc, on met en place des modules qui permettent de lutter contre les problèmes associés
associées à la comorbidité, par exemple, comment gérer les relations interpersonnelles, l'anxiété, la frustration, la collègue, la toxicomanie. Et en fait, en général, quand on souffre du TDAH, vous savez, c'est une maladie que l'on garde à vie. Et en général, c'est vrai qu'on peut gérer certains symptômes. Et ce qui préoccupe le plus souvent ces patients, c'est à quoi va ressembler mon avenir. Et il est très important de parler de leur avenir, de parler de l'avenir de ces personnes quand vous organisez un traitement. Alors voici le format de ce formule. On parle des déficits fonctionnels chez les adolescents, les adultes. Vous voyez, on parle de la psychoéducation, d'évaluation du problème, des techniques et stratégies, etc. Les traitements en groupe sont bien car ils permettent à ces patients de rencontrer d'autres personnes qui souffrent de la même maladie. Alors quand vous avez des groupes, il serait intéressant de les organiser. Par exemple, soit ils ont à peu près le même âge, ou soit ce sont des étudiants pour qu'ils aient un point en commun. Ça permet justement de multiplier les idées qui s'appliquent à ce segment. Chaque module comporte un plan d'évaluation sur 6 réunions, mais vous pouvez être flexible. Et puis, on organise des exercices individuels et en groupe, avec des exercices de rôle. Et ça, c'est très important. N'oubliez pas également de leur laisser le temps de s'exprimer tout en terminant toujours par le module sur leur avenir. Donc en fait, ces activités s'articulent autour, donc vous commencez par parler, ensuite vous passez à la psychoéducation, vous leur faites faire un exercice que vous faites soit par deux ou alors un exercice de rôle qui leur permettent de répéter certaines compétences et stratégies. Puis il faut leur donner du travail à faire à la maison. Personne n'aime faire des devoirs, mais en fait, il est important qu'ils puissent répéter cela dans la vie quotidienne. En fait, on ne veut pas qu'ils se débrouillent bien juste pendant les traitements de groupe. Non, en fait, il faut que quand ils rentrent à la maison, ils puissent appliquer ce qu'on leur a appris. Et donc, il est important de les aider à créer un lien entre ce qu'ils apprennent en exercice de groupe et ce qu'ils peuvent faire à la maison. Alors, on a évalué ce traitement et cela montre ce que l'on peut obtenir par des groupes de travail intensifs. Je me souviens qu'on avait fait un groupe qui a travaillé sur 3 jours. On faisait ça, c'était le premier samedi de chaque mois. Donc, on a travaillé sur 3 mois. La plupart de ces jeunes prenaient des médicaments. On avait sélectionné les différents modules et on a pu obtenir des résultats qualitatifs et ça a permis donc de savoir également ce qu'ils avaient pu tirer comme expérience. Alors, on avait travaillé sur l'anxiété, la dépression. Ça leur a permis de mieux comprendre le TDAH. Ça a permis de mieux comprendre l'efficacité, d'être plus efficace personnellement. Et ça, c'est très important parce que moi, c'est ça que je veux, que mes patients quittent mon cabinet en ayant confiance, en disant d'accord, j'ai appris quelque chose et je vais y arriver. Et il faut vraiment qu'ils arrivent à croire qu'ils vont pouvoir changer leur vie, changer les choses. Bien trop souvent, il me semble que lorsque l'on parle de la transition, ils le considèrent du point de vue soins de santé, administratif. On se concentre sur le transfert de services. J'en ai un petit peu parlé, mais comme je l'ai dit dès le début, il est important que l'on se souvienne que l'on parle d'individus. Il s'agit d'individus qui deviennent adultes avec des responsabilités personnelles, professionnelles. Ils quittent le cocon familial, deviennent de plus en plus autonomes et l'image qu'ils ont d'eux-mêmes est essentielle. C'est ironique, je trouve, que les adolescents essaient vraiment d'être si différents les uns des autres. Or, ils s'habillent tous de la même manière.
Les soins de santé, bien souvent dans les cliniques, dans les consultations adultes, j'ai vu un jeune venir me voir, s'asseoir devant moi et on ne lui parle jamais directement, on ne lui a jamais parlé directement auparavant car toutes les conversations se sont faites avec leurs parents. Les parents n'ont jamais quitté la salle. Leur mère, leur père quittent la salle et à ce moment-là, je leur dis maintenant tu me racontes ce que tu voulais pas raconter devant eux. Est-ce que tu consommes des drogues? Qu'en est-il des filles? À ce moment-là, les réponses sont sensiblement différentes. Nous avons dû les aider, les accompagner au cours de cette transition développementale qui a lieu entre 16 et 18 ans, très certainement. Arbitrairement, cela se fait jusqu'à 24 ans, en fait. Et bien souvent, les services se raccrochent à leurs patients si ils sont à l'école à temps plein, s'ils ont du mal à faire la transition entre deux services de santé mentale ou en raison de liens très personnels. Alors peut-être que c'est plus le thérapeute qui se raccroche à l'enfant que l'enfant qui se raccroche à son thérapeute. Quels sont les obstacles à une transition réussie? Eh bien souvent, il s'agit de différences de point de vue quant au diagnostic de TDAH, mais également des différences entre l'organisation des services, la formation professionnelle entre les employés des services enfants et les services adultes. C'est pourquoi ces deux types de services doivent se réunir. Au Royaume-Uni, des politiques quant à cette période de transition existent. Néanmoins, elles diffèrent d'une agence à une autre en matière de procédure. Il y a tellement de différences qu'il faut combler. Et puis la participation des utilisateurs des services eux-mêmes est essentielle. Comme je l'ai dit, à 18 ans, les services de santé mentale n'ont plus l'obligation d'impliquer les parents en cours de traitement, étant donné que les adultes sont censés être autonomes. Les adultes sortent de la salle à moins que le jeune devant nous dise spécifiquement « je veux qu'il soit là ». Mais bien souvent, cela implique que les familles se sentent exclues. Ils ne savent pas, la personne atteinte de TDAH sort de la salle et on lui demande « alors, qu'est-ce qu'on t'a dit ?» Ils ne savent pas, ils ne veulent pas dire, ils ne souhaitent pas communiquer. La plupart du temps, ils ne se souviennent même pas. Il y a donc un risque de désengagement. Or, il s'agit de personnes qui sont là pour les aider. Il est donc critique que les protocoles soulignent la participation des utilisateurs des services. Cela doit être mis au cœur de la procédure. Or, il n'y a pas de protocole qui explique comment préparer les utilisateurs des services à une telle transition. Il n'existe pas de ligne directrice en la matière et il n'y en a pas non plus quant à la continuité des soins pour les patients qui ne seraient pas acceptés par les services de santé mentale adultes pour une raison ou pour une autre. Qu'advient-il d'eux? J'en viens presque à la fin de ma présentation. Il y a néanmoins de bons exemples de transition. On a des travailleurs, des personnes dédiées à cette transition, des services qui travaillent spécifiquement sur cette période de transition entre les services enfants et les services adultes. Ils expliquent, ils existent dans certains endroits au Royaume-Uni, mais pas partout. Et en fait, les vidéos proviennent de patients de ces services-là. Ce type d'intervention se fait notamment dans la prise en charge des psychoses et cela fonctionne bien. Maintenant, la question qui se pose est de savoir s'il constitue une étape isolée supplémentaire. Puis les services doivent être souples, ils ne doivent pas seulement se concentrer sur l'âge biologique, chronologique. Et puis cette modification, ce changement implique des modifications de ressources et de formation. Alors cela a des implications en matière de ressources, mais lorsque l'on se rend compte que pour un certain nombre de jeunes, on passe de l'école au système judiciaire, eh bien,
on se rend compte qu'il faut que l'on gère ces jeunes bien mieux qu'on ne l'a fait par le passé. Donc il y a un premier itinéraire idéal, on va voir son généraliste, on va au service de santé mentale enfant, adolescente, pédiatrique, on est sous traitement, on retourne là. On a un groupe qui, au moment de la transition, peut interrompre son traitement. Il se peut qu'il soit remis sous traitement ultérieurement dans le cadre de services psychiatriques adultes. Là, on a des adultes qui arrivent. Ils arrivent directement au service de santé mentale adulte car ils viennent d'être diagnostiqués. Ces services adultes vont conserver ceux qui ont des comorbidités complexes ou ne répondent pas bien au traitement. Mais si votre traitement est stable, à ce moment-là, vous revenez là en bas au niveau de votre médecin généraliste. Là, cette petite forme-là, ça, c'est le pourcentage d'abandon. C'est ceux qui abandonnent entre les services enfants et les services adultes, et c'est ceux-là qu'on doit repêcher. L'autre modèle est assez similaire, mais on y intègre un service de transition entre les deux. Le but, c'est d'éviter ces abandons. Alors, bien évidemment, il faut être réaliste, il y en aura, mais peut-être pas autant qu'auparavant. C'est un modèle qui semble fonctionner, mais il a tout un tas de répercussions en matière de ressources. Alors, bien, la période de transition se situe autour de 16-18 ans, mais il faut utiliser un minimum son jugement. Il faut organiser des réunions conjointes entre service enfant et service adulte. Il faut parler aux patients et pas seulement aux parents. Il faut préparer les parents à se séparer de leur enfant d'une manière ou d'une autre. Et il faut faire en sorte que chacun obtienne des informations par écrit et que ces informations soient développées par tous les services et non pas par un seul service à la fois. Il faut que l'on fasse participer les adolescents. Il nous faut les informer quant aux risques d'interruption du traitement médicamenteux et quant aux avantages de le poursuivre. Il faut parler des traitements multimodaux avec un accompagnement psychologique en plus du traitement médicamenteux. C'est quelque chose qu'il nous faut fournir, notamment au moment de la période de transition. Il faut qu'ils soient au courant des risques, il faut qu'on leur dise la vérité crue. Il faut que l'on parle de leur avenir. En effet, ils ont des décisions très importantes à faire qui auront un impact sur leur avenir. Souvent, je me dis, ces décisions, on les prend quand on a 17 ou 18 ans, alors qu'on est très très jeune pour prendre des décisions qui auront un impact sur toute notre vie à venir. Et puis l'autre chose qui changera alors qu'ils vieillissent, c'est qu'il faut qu'ils développent des stratégies quant à la divulgation d'informations pour réduire l'opprobre associé à leur situation. Lorsque je postule pour un emploi, est-ce que je dois dire je suis atteint d'une déficience, je suis atteint de TDAH, est-ce que cela va provoquer une discrimination à mon encontre ou pas? C'est vraiment un sujet très chaud. Voilà la publication, évitez cette zone d'incertitude, comme je vous l'ai dit, vous pouvez la télécharger. Elles comprennent les directrices NICE. Je travaille sur une autre communication, une autre publication qui va bientôt être publiée en libre accès. Pour l'instant, je ne peux pas vous dire ni quand ni comment. Voici le site web dont je vous parlais. Vous pouvez vous y connecter. Il contient tout un tas de ressources. Là, vous voyez le TDAH chez les adolescents avec toutes les ressources que vous pouvez consulter en ligne ou que vous pouvez télécharger en format PDF. Il y a également tout un tas d'autres ressources que vous voyez sur la colonne de gauche et on va en rajouter au fur et à mesure, y compris, je ne sais pas si ça y est déjà, mais les entretiens fonctionnels tout au long de la vie relatifs au TDAH, ce que l'on appelle l'ALFI.
Voilà, vous l'avez là. Je ne pensais pas que vous arriveriez à lire cette police minuscule, mais le site web est www.psychology-service.uk.com. On a énormément de ressources à disposition librement. J'espère que nous en aurons beaucoup plus. Voilà un certain nombre de mes collègues qui m'ont beaucoup aidé. Je suis désolée d'avoir dépassé le temps qui m'a été imparti, mais je suis ravie que vous ayez tous été si attentifs et si patients. Merci.